sais pas si on peut dire que le gouvernement a peur de la souveraineté nationale. Ce qu'on peut entendre régulièrement de la part d'un gouvernement ou d'un autre. Par contre, il estime avoir la souveraineté nationale. Philippe Quéret, bonjour. Bonjour. Vous avez été collaborateur parlementaire de 2 députés. Vous avez participé à la création de la loi pour tous, tous pour la loi. Vous êtes spécialiste de l'insertion professionnelle des publics jeunes. Vous êtes l'auteur du livre 49.3, 47.1, 40, Contre-pouvoir en danger, aux éditions Max Milo. Qu'en est-il aujourd'hui de la division, de l'équilibre et du contrôle des pouvoirs entre le gouvernement et l'Assemblée nationale ? Vaste sujet. Et un sujet qui se pose de tout temps, que la Ve République a formalisé de manière très spécifique. On dit souvent que c'est une constitution assez déséquilibrée, où le pouvoir exécutif a nettement l'avantage sur le pouvoir législatif. Et à titre personnel, j'ai découvert ça de l'intérieur depuis 16 ans maintenant comme assistant parlementaire. Et sur cette période de temps de 16 ans, qui n'est pas très longue, mais qui commence à être un petit peu significative, je n'ai pas le sentiment que ça s'améliore beaucoup. Pensez-vous que nous sommes condamnés à déléguer nos voix à des députés bridés par un pouvoir exécutif à tendance hégémonique ? Alors précisément non, on n'est pas condamné. Ça fait notamment partie de l'objet de ce petit livre d'essayer de démontrer que les citoyennes et les citoyens peuvent s'emparer de l'Assemblée nationale. Par contre, c'est un vrai défi. Ce n'est pas évident. Et effectivement, l'organisation de nos pouvoirs institutionnels ne s'y prête pas spontanément. Donc il y a un sujet. Dans votre livre, parlez des articles 49.3, 47.1, 40 de la Constitution, et vous dites que le gouvernement utilise ces articles pour bâillonner le Parlement. Sont-ils les signes du funeste compte à rebours de notre démocratie ? C'est là aussi le défi, c'est le sujet. Il y a dans la Constitution ces articles, ils existent. Donc il est tout à fait légal de la part du gouvernement que d'y avoir recours. Dernièrement, le 49.3 a été utilisé, il est possible qu'il le soit à nouveau. C'est parfaitement légal. Maintenant, ça fait partie, ces articles-là, de ce qu'on a appelé le parlementarisme rationalisé, qui a quand même eu tendance à cadenasser en fait le Parlement. Et si on considère que le Parlement, c'est quand même le lieu de la vraie et de la meilleure représentation du peuple, plus que le gouvernement, c'est vrai que c'est un sujet. Nous élisons comme électrices et électeurs des députés, nous leur déléguons une bonne partie de notre pouvoir législatif. Si eux-mêmes se retrouvent empêchés, par la même conséquence, c'est nous qui sommes empêchés. Je cite un passage de votre livre. « J'ai pu en faire directement l'expérience il y a quelques années en me retrouvant séquestré par un groupe de personnes bien remontées contre un gouvernement dans une permanence. Les agressions d'élus de permanence parlementaire se multiplient. Vous en avez été victime. Racontez-nous, comment expliquer ce mécontentement ?» Alors c'est un vrai sujet. C'est une situation que des parlementaires rencontrent régulièrement. Alors je vous rassure, à titre personnel, c'est vrai, je me suis retrouvé séquestré dans une permanence, il n'y a pas eu de violence, je ne me suis pas fait agresser. Ce n'est pas très agréable que d'être interdit de ressortir. Voilà, mais bon, c'était une vraie expérience, mais il n'y a pas de violence excessive. Maintenant, effectivement, alors, premier point, en démocratie, est-ce que la violence politique est légitime ? Faire violence à l'endroit d'élus, est-ce légitime en démocratie ? Personnellement, je ne le pense pas. On a le droit de vote, on l'a évoqué, on a la liberté d'expression, on a la liberté de manifester. Donc on est dans un pays qui garantit à chacune et à chacun d'entre nous la capacité à faire valoir ses opinions, ses avis. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, sans même parler de violence, la question de faire pression sur les élus, qui est une autre façon d'intervention et d'interpeller par moment. Dans le livre, quand on commence à regarder le fonctionnement concret de l'Assemblée nationale et qu'on se pose la question, c'est quoi le mandat de député ? Comment il s'exerce ? L'un des premiers points qu'on rencontre, c'est l'exigence de liberté. Les députés doivent être libres de leur vote. Par exemple, alors c'est écrit dans la Constitution, c'est écrit dans le règlement de l'Assemblée nationale, il ne peut pas y avoir de mandat impératif. Un mandat impératif, ce serait un mandat qui obligerait les députés à voter ceci ou cela sur tel ou tel texte. Deuxième manière de voir ça, pareil, c'est qu'il y a un code de déontologie. Les députés sont soumis à un code de déontologie qui leur donne des droits, des obligations et des devoirs. C'est sur le fondement de ce code qu'ils peuvent être sanctionnés. L'Assemblée nationale peut prononcer des sanctions à l'égard des députés. Et ce code de déontologie, notamment, il exige de la part des députés une très grande vigilance sur les conflits d'intérêts.
On peut tous être pris dans un conflit d'intérêts. J'ai des intérêts liés à mon travail, et puis dans ma famille, il y a des gens qui sont dans d'autres situations. Peut-être qu'un jour, voilà, ces différents intérêts peuvent être en conflit. Il faut que les élus ne soient pas dans de telles situations de conflit d'intérêts. Il faut que leur vote ne puisse pas être influencé par un intérêt personnel. Donc tout ça pour dire que les députés, pour bien exercer leur mandat, ils doivent être libres de discuter, libres de choisir, libres de leur vote. Ce qui veut donc dire que pour nous, comme citoyennes et citoyens, on peut les interpeller, on peut les questionner, on peut leur faire part de remontrances diverses et variées. Par contre, l'idée qu'on voudrait les contraindre en quelque sorte, ou leur mettre une pression telle qu'on voudrait qu'ils nous obéissent, entre guillemets, s'agissant de leur vote, ce serait contraire à l'idée même de démocratie représentative. Quelle est l'utilité aujourd'hui de l'Assemblée nationale et du Parlement? Comment l'expliqueriez-vous à un jeune citoyen? Alors, bonne question, et c'est pas évident. Moi, je vois, j'ai des enfants qui sont au collège et au lycée. Ils croisent régulièrement dans leurs années d'études, dans leurs cours d'histoire, la question de la Révolution française, le siècle des Lumières, l'apparition de la démocratie et de notre République. Ça peut sembler parfois très abstrait, notamment à des plus jeunes. Peut-être que le premier sujet qui me viendrait à l'esprit, on le voit, pareil au collège et au lycée, la question de la séparation des pouvoirs. On a lu des extraits de Montesquieu qui nous disaient qu'il faut que les pouvoirs soient séparés. Et là, c'est pareil, c'est à l'usage. Moi, en découvrant le fonctionnement de l'Assemblée, en voyant concrètement comment s'organisent les relations entre le gouvernement et le Parlement, la question de cette séparation des pouvoirs m'est vraiment apparue très importante. C'est comme ça que la démocratie se fonde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette pluralité, il faut qu'il y ait cet équilibre. Que ce soit une assemblée élue ou un gouvernement, s'il a les pleins pouvoirs, ça ne peut aller qu'à la catastrophe. Alors bien évidemment, on n'en est pas dans cette situation. On a un problème d'équilibre. On peut juger que nos institutions ne sont pas parfaitement équilibrées. Il y a une vraie séparation des pouvoirs. Le sujet, on le verra plus tard, c'est comment on fait vivre cette séparation. Donc peut-être que le premier point, c'est ça. L'Assemblée, c'est important, le Parlement, c'est important parce que ça participe de la séparation des pouvoirs. Le Parlement contrôle le pouvoir exécutif. Après, il y a d'autres caractéristiques de l'Assemblée nationale. Alors, on va voir ses missions. Elle vote la loi, elle contrôle l'exécutif, elle évalue les politiques publiques. Mais elle a d'autres caractéristiques. Elle est transparente. Les travaux ont dit qu'il y a une publicité des débats. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale est public. Si vous allez sur le site internet de l'Assemblée nationale, vous y trouverez les comptes rendus en vidéo et en écrit des travaux en commission comme des travaux en séance publique. Si vous vous demandez, mais que se sont dit les ministres en Conseil des ministres? Quels ont été les débats entre deux ministres dans le cadre de la préparation d'un projet de loi? Vous ne le saurez pas. Tout ça n'est pas public. Donc l'Assemblée nationale et le Parlement, ils amènent aussi la transparence dans nos institutions. Ils amènent aussi, troisième élément, si je devais continuer d'argumenter auprès de jeunes gens pour dire, mais c'est important le Parlement amène le pluralisme. Un gouvernement, il est fait autour d'une majorité, il y a une cohésion politique, une cohérence politique, ce qui s'entend parfaitement, hein. Le Parlement, c'est le lieu où il y a le pluralisme, la diversité. Il y a différentes familles politiques qui sont représentées. Donc voilà, si je devais essayer d'argumenter, voilà, c'est au moins important parce que ça amène la division des pouvoirs et ça la garantit. Ça apporte de la transparence dans notre vie publique et dans les débats politiques. Ça amène du pluralisme, entre autres choses. Vous écrivez « La question du consentement à l'impôt est une question démocratique essentielle ». Expliquez-nous en quoi est-ce pertinent aujourd'hui? Ça vient de loin, ça aussi. C'est-à-dire que même là, pour le coup, avant même que nous soyons en République, la question du consentement à l'impôt, le roi convoquait les États généraux, qui étaient la forme de représentation de la nation sous la monarchie, pour se faire autoriser à lever de nouveaux impôts. Et la convocation des États généraux par Louis XVI, qui a fini par aboutir sur le processus de la Révolution française, avait aussi été motivée par des questions fiscales. Et on voit bien que les questions fiscales, elles sont quand même dans la vie d'une nation très importantes. On va devoir décider quelles vont être les contributions demandées à chacune et à chacun en termes d'impôts. Moi, je vais devoir payer combien, vous allez devoir payer combien d'impôts et combien chacun va devoir payer. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent public? Quelles vont être les priorités? Est-ce que cet argent va être bien dépensé? Est-ce qu'il va être efficace? Est-ce que ça va aller sur les priorités? Donc, on voit bien que cette question de l'impôt, elle est dans l'organisation d'une société, quelle qu'elle soit, extrêmement importante. Donc, dans une société démocratique comme la nôtre, le fait que le Parlement débatte et vote le budget est extrêmement important. On va retrouver les caractéristiques qu'on évoquait avant, c'est la transparence. Tout le monde va pouvoir savoir quelles ont été les conditions dans lesquelles on a décidé quels étaient les niveaux d'impôts qui seront appliqués l'année suivante, quelles seront les dépenses publiques qui seront faites
l'année suivante. Donc c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver tous les ans. Et l'organisation des travaux parlementaires commence tous les ans de manière invariable, le premier mardi du mois d'octobre, par l'ouverture de la session ordinaire qui s'ouvre sur ce qu'on appelle l'automne budgétaire. Vous allez avoir en octobre, novembre et en partie en décembre l'examen par l'Assemblée et le Sénat du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale ne fait-elle qu'adopter des lois? Comment s'écrit une loi et comment se vote une loi? Comment les citoyens lambda peuvent-ils participer à l'élaboration de la loi? L'article 24 de la Constitution dit effectivement le Parlement vote la loi. Maintenant, si les députés n'avaient juste à dire oui ou non aux lois, leur travail serait assez vite épuisé et il serait assez sommaire. En réalité, ils ne font pas que voter la loi, ils la travaillent en amont, ils la changent. Alors déjà, il y a, si on rentre un tout petit peu dans le détail, il y a deux origines de la loi, on dit deux initiatives. La principale, c'est le gouvernement qui dépose devant le Parlement des projets de loi. Mais les députés ou les sénateurs peuvent aussi prendre des initiatives parlementaires pour écrire des propositions de loi. Donc déjà, deux sources de la loi. Et puis après, quand bien même le projet vient du gouvernement, les députés vont avoir à leur disposition un outil de procédure essentiel à leur travail qui est le droit d'amendement. Avoir le droit d'amender, ça veut dire que j'ai le droit, tous les députés ont le droit de déposer sur tous les textes proposés par le gouvernement des propositions d'amendement. C'est-à-dire j'ai le droit de vouloir supprimer une partie du texte, d'en modifier une partie, voire d'ajouter de nouveaux éléments. Après, il faut que je convainque mes collègues. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai proposé que c'est adopté. Mais tous les députés vont pouvoir proposer une réécriture du projet du gouvernement, une discussion, qu'on appelle une délibération, va avoir lieu, et au fur et à mesure des votes, le texte va ainsi être réécrit progressivement. Alors ça va prendre des formes en commission, puis en séance, et puis il y a ce qu'on appelle les navettes parlementaires. Les textes passent de l'Assemblée au Sénat. Donc il y a une procédure qui se met en place, et les députés travaillent ainsi. Si on se pose la question de comment les citoyens peuvent rentrer dans ce processus, et c'est un petit peu l'un des objets du livre, de regarder justement concrètement comment ça se passe. Eh bien, le sujet, c'est de trouver les bons interlocuteurs au bon moment. En fonction de ce que j'estime avoir à dire, si je veux apporter une proposition ou si je veux alerter sur un problème, ce n'est pas la même chose. C'est deux types de contributions qui vont être différentes. Donc dans le livre, ce que nous essayons de proposer, c'est justement de parcourir cette fabrique de la loi, de voir ces différentes étapes, quels sont les députés qui interviennent dedans, ils se répartissent les rôles. De la même manière que dans toute organisation, comme dans toute entreprise, il y a une division du travail. À l'intérieur de l'Assemblée, c'est la même chose. Tous les députés ne travaillent pas sur la même chose au même moment. Il y a une division du travail. Donc si moi, je veux participer, si je veux rentrer dans le processus, il faut que je sache trouver quels sont les quelques députés qui travaillent sur le sujet qui m'intéresse. À quel moment de la procédure on en est. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le livre. Vous citez un article de la Constitution, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » Comment comprendre cet article? Le gouvernement aujourd'hui a-t-il peur de la souveraineté nationale? C'est quoi le règlement citoyen de l'Assemblée nationale? Alors, c'est vrai que dans la Constitution, aujourd'hui, il est écrit que la souveraineté, c'est le peuple, mais il l'exerce soit par le référendum, soit par son représentant. On pourrait se dire, une fois que j'ai voté, qu'est-ce que je peux faire? Plus rien. On m'a dit, soit je vote au référendum, et là, je suis souverain, soit j'ai participé à l'élection des députés et j'ai nommé des représentants, et après, c'est fini. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on trouve une formule qui est un tout petit peu différente, où on nous dit que, alors c'est s'agissant de l'élaboration de la loi, qu'elle doit exprimer l'intérêt général, et que l'intérêt général, il est forgé par les citoyens de manière personnelle ou par leurs représentants. Alors est-ce que c'était un « ou » exclusif ou un « ou » inclusif? C'est-à-dire ça peut être les deux à la fois. Là, il y avait une ambiguïté, et puis notre histoire a fait que notre régime politique a plutôt fait que c'était exclusif. Mais en réalité, c'est ce qu'on évoquait juste avant, il est tout à fait possible aux citoyens de participer. Et de fait, dans son travail, l'Assemblée nationale auditionne beaucoup. Les auditions, c'est un des outils aussi à la disposition des députés. Ça consiste à aller rencontrer des gens, discuter avec des gens, solliciter des experts. Alors souvent, ce sont, sur les sujets qui vont être traités, des gens reconnus comme compétents ou des gens directement concernés. On va auditionner, les députés vont auditionner les syndicats, les associations, les professionnels du domaine, et ainsi de suite. Donc là, il y a une ouverture, mais qui n'est pas l'ouverture à monsieur et madame tout le monde.
Donc ça, c'est l'enjeu après pour chacune et chacun de se repérer. Je ne sais pas si on peut dire que le gouvernement a peur de la souveraineté nationale. Ce qu'on peut entendre régulièrement de la part d'un gouvernement ou d'un autre, c'est que par contre, il estime avoir la souveraineté nationale. Donc on va retomber sur la question de la division du pouvoir, la division de cette souveraineté. Certes, le gouvernement est titulaire d'une part de la souveraineté, mais le Parlement aussi. Et est-ce que pendant que nous sommes entre deux élections, est-ce que les citoyennes et les citoyens ont totalement abandonné leur propre souveraineté? Non. On le voit par les corps intermédiaires, les syndicats, les associations qui interviennent aussi dans le processus législatif, mais les citoyens à titre personnel peuvent aussi intervenir. Je vous cite, « Pour s'adresser directement aux parlementaires, le président de la République doit convoquer un congrès à Versailles, dont l'organisation n'est pas sans rappeler le décret du 29 septembre 1791. Lorsque le roi se rendra dans le corps législatif, l'Assemblée sera debout. Elle sera assise et couverte lorsque le roi sera assis et couvert. » Vous parlez d'une monarchie républicaine. Expliquez-nous. Alors, le terme de monarchie républicaine, il n'est pas de moi, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement, notamment dans le cadre de la Ve République. On a évoqué la question de la division, de l'équilibre des pouvoirs. On a dit que ce n'était pas un équilibre parfait dans nos institutions. Ça se joue de plein de manières différentes, et notamment sur la question du protocole. On a encore des éléments de protocole. Si vous venez faire une visite de l'Assemblée nationale, vous découvrirez les locaux du Palais Bourbon, vous verrez l'hémicycle et à côté de l'hémicycle des salles d'accès. Et dans l'une de ces deux salles, la salle de la Croix, il y a un endroit avec un buste de Marianne. Quand vous faites cette visite, il y a une seule personne qui ne peut pas vous accompagner à faire cette visite de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon. C'est le président de la République en exercice. Parce que dans une conception un petit peu forte de cette séparation, on a dit le président, il ne peut pas venir rencontrer les parlementaires ici. On verra un instant comment il les rencontre. Il fut un temps, au moment de Louis-Philippe, monarchie de Juillet, Louis-Philippe siégeait dans la salle de la Croix, à l'époque il s'appelait Salon du Roi, et les députés devaient saluer Louis-Philippe avant de rentrer dans l'hémicycle. Si aujourd'hui on voyait les députés saluer le président de la République avant d'entrer dans l'hémicycle, on trouverait probablement ça un petit peu surprenant, et notamment si on reprend la question de l'indépendance, de la liberté, de l'autonomie des députés et de la séparation des pouvoirs. Donc si le président de la République veut rencontrer officiellement les parlementaires, il en a la possibilité, mais il lui faut convoquer un congrès. Le congrès, c'est la réunion des députés et des sénateurs. Ça a lieu à Versailles, donc là on retrouve un faste un petit peu monarchique. Et effectivement, quand on rentre dans l'examen de la procédure de ces congrès, il y a des choses qui peuvent sembler des étrangetés, puisque le président va pouvoir s'exprimer devant les parlementaires. Ceux-ci pourront prendre la parole, mais en son absence. C'est-à-dire que le président va prendre la parole, se retirer, et puis les parlementaires vont parler en l'absence du président. Donc effectivement, il y a des petites incongruités encore dans nos institutions. L'Assemblée nationale est-elle devenue une simple chambre d'enregistrement? Dire que l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement, c'est une expression qu'on entend. On peut comprendre son usage, il est excessif par rapport à la réalité. Là où on peut comprendre son usage, ça renvoie en fait à une difficulté réelle qui est que dans la Ve République, on a souvent, alors ce n'est pas le cas en ce moment, mais c'est une exception, on a souvent une majorité absolue. Ce qui fait qu'on va avoir un groupe parlementaire qui soutient le gouvernement et qui, à lui tout seul, a la majorité absolue. Et là, en fait, la difficulté, c'est que les députés de ce groupe majoritaire, il est normal qu'ils soutiennent politiquement le gouvernement. Ils sont de la même couleur politique, voilà. Mais pour faire vivre la séparation des pouvoirs, pour faire vraiment le contrôle de l'exécutif, il faut accepter d'embêter le pouvoir exécutif. Il faut accepter de soulever des sujets difficiles. Lorsqu'on est dans le débat parlementaire pour l'élaboration d'un projet de loi, il faut être capable éventuellement de contester certains points promus par le gouvernement. Et ce qui veut dire que cette situation place les députés du groupe majoritaire dans une situation où ils peuvent être partagés entre un soutien politique à un gouvernement et leur rôle de député qui devrait en quelque sorte s'abstraire de ce soutien. Et ça, on ne le rencontre pas toujours. Pas chez tous les députés, pas dans toutes les familles politiques de la même manière. Donc ça, effectivement, cette situation peut conduire à ce que par moment, les groupes majoritaires, quels qu'ils soient, on a connu ça aussi bien à gauche qu'à droite ou avec d'autres, aillent trop dans le sens de leur propre gouvernement. Ce qui va poser d'autres questions, qui est la place des minorités et des oppositions. Parce que bien évidemment, quand on est dans l'opposition, on a moins de scrupules à poser des problèmes au gouvernement, éventuellement à soulever des sujets difficiles. Sauf qu'il existe des droits des minorités et des oppositions, on les détaille dans le livre, mais sont-ils suffisants pour vraiment faire que l'Assemblée soit un contre-pouvoir à l'égal du pouvoir exécutif?
Ça, c'est discutable. Comment expliquer sa faiblesse vis-à-vis de l'exécutif ? La faiblesse de l'Assemblée nationale à l'égard de l'exécutif se joue en fait sur plusieurs plans. On a beaucoup parlé du cadre institutionnel, la Ve République. Mais en fait, ça a démarré avant. Ça a démarré dès la Troisième République, à une époque où pourtant on avait des institutions très parlementaires. La Chambre des députés était vraiment le lieu du pouvoir, qui faisait la loi et qui faisait des lois. On est dans un régime parlementaire et parfois on se dit oui mais les régimes parlementaires ça ne marche pas, c'est instable, ça ne produit rien. Rappelons-nous quand même que la Troisième République, elle a produit la séparation des églises et de l'État, les premiers codes du travail, les premières lois sur les retraites, le droit d'association, des lois qui nous semblent aujourd'hui quasiment consubstantielles avec la République. Donc un régime parlementaire, ça peut fonctionner. Par contre, là où tout d'un coup on a vu progressivement déjà à l'époque une pente apparaître progressivement, petit à petit, en faveur du pouvoir exécutif, ça n'a pas d'abord été dans l'organisation institutionnelle, dans un changement de constitution. Ça a été dans les moyens, dans l'organisation administrative. Petit à petit, le gouvernement s'est doté de cabinets, a recruté, a eu des moyens financiers plus importants, a développé des administrations. Et aujourd'hui, quand on a l'examen d'un projet de loi, on pourrait se dire on a un ministre face à plusieurs députés. Le Parlement est fort, ils sont plusieurs face au ministre. Oui, mais le ministre, il a son cabinet. Il n'y a pas tous les députés, parce qu'on a évoqué tout à l'heure la division du travail au sein du Parlement. Tous les parlementaires ne travaillent pas au même moment sur les mêmes sujets. Donc il y a quelques députés qui vont travailler sur ce sujet-là. Et surtout, derrière lui, le ministre, il a les administrations centrales. Il a des dizaines, voire sur certains textes, des centaines de fonctionnaires qui vont pouvoir travailler pour lui apporter des éléments, préparer des réponses, préparer des amendements ou des réponses aux amendements des parlementaires. Donc il y a aussi un déséquilibre matériel, humain, administratif entre les pouvoirs, en plus que du déséquilibre de procédure. Et vous dites que ça s'est empiré depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. La pente, elle date d'avant et elle continue. Il ne me semble pas que 2017 ait marqué un retour du Parlement au premier plan, et même peut-être que la pente a continué. Parmi les éléments qui ont joué, mais il me semble que le président de la République s'en revendique. Alors on a vu Nicolas Sarkozy qui s'était présenté comme un hyper-président, ou en tout cas on lui avait collé cette étiquette-là. Emmanuel Macron s'est présenté comme Jupiter ou des postures de cet ordre. Donc la posture d'une présidence verticale a été assumée en plus, ce n'est pas quelque chose de caché. Voilà, on voit aussi le rapport au corps intermédiaire, les syndicats, les associations. Et là, on pourrait soulever un autre point qui joue aussi sur le fonctionnement du Parlement, c'est la sociologie des élus. D'où viennent les gens qui sont élus ? On dit parfois, on entend dire, ce serait bien de tous les changer. Il faut du renouvellement. Alors certes, il faut du renouvellement au Parlement comme partout ailleurs. Mais je prends parfois cette image-là. Imaginez que demain, vous ayez à vous faire opérer et on vous dit, c'est très bien, c'est le jour de l'année où à l'hôpital, on change tout le personnel. Et promis, les nouveaux n'ont pas d'expérience. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune organisation humaine, d'une petite entreprise à une très grande, qui puisse fonctionner ainsi. Partout, il faut des gens qui ont de l'expérience et en même temps des nouveaux qui se forment. Il faut un renouvellement permanent. Le renouvellement massif de 2017, mais plus que ça, le fait d'avoir volontairement fait venir beaucoup de gens qui n'avaient aucune expérience de la politique, sur le papier, on peut se dire c'est très bien, ça va apporter beaucoup de renouveau, mais à force d'avoir trop de renouvellement, on se retrouve avec une assemblée où vous n'avez quasiment plus personne, notamment dans le groupe majoritaire, qui avait eu une expérience du Parlement, une expérience de cette tension justement entre l'exécutif et le législatif, et cela peut contribuer à affaiblir le législatif. Si vous avez au même moment trop de nouveaux élus qui n'ont pas du tout d'expérience. Donc l'enjeu d'un renouvellement permanent et fluide des élus est essentiel pour la démocratie. Pas assez de renouvellement, c'est pas bon du tout. Trop de renouvellement, comme dans n'importe quelle organisation, ça peut être mauvais aussi. Quelle est l'influence du gouvernement sur l'ordre du jour ? Alors, l'ordre du jour, c'est ce qu'il va y avoir, c'est vraiment l'agenda des députés. C'est ce sur quoi ils vont être appelés à travailler. Et ça se matérialise dans ce qu'on appelle la feuille verte, qui va nous décrire dans les semaines de l'hémicycle qu'est-ce qui va être travaillé. L'essentiel des semaines de travail, leur contenu est décidé par le gouvernement. Donc déjà, il y a une préemption dans l'agenda législatif du gouvernement qui a près des 2/3, voire un peu plus des 2/3 du temps qui lui est attribué. Et ça, c'est uniquement dans la session ordinaire, qui va du premier mardi d'octobre au dernier jour ouvré de juin.
il y a régulièrement des sessions extraordinaires en juillet, en septembre, parfois en août. Et dans ces sessions extraordinaires, là pour le coup, c'est entièrement à la maîtrise du gouvernement, sauf une session de questions au gouvernement hebdomadaire. Donc déjà, l'ordre du jour, c'est le gouvernement qui peut l'imposer. On a même parfois le gouvernement qui arrive subrepticement à faire inscrire par des députés des sujets qui l'intéressent. On a, alors là, voilà, dans un dialogue bien compris entre un député de la majorité et son gouvernement, un ministre qui n'a pas réussi à faire inscrire un texte qui l'intéressait à l'ordre du jour aura su convaincre un député de sa majorité de le présenter non pas comme un projet de gouvernement, mais comme étant d'initiative parlementaire. Mais en réalité, c'est une initiative du gouvernement en sous-main. Donc voilà, et ça va bien évidemment beaucoup jouer sur les travaux de l'Assemblée nationale. Une fois qu'on a la maîtrise de l'agenda, il est difficile pour les députés, parfois, d'inscrire leurs propres sujets. Et vous dites que les députés, d'ailleurs, n'ont pas ce pouvoir-là, n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir inscrire des lois, les changer et les faire voter. Alors, les députés, il y a une initiative parlementaire. Elle est de deux ordres. Il y a des propositions de loi. Donc, je suis député, je peux déposer une proposition de loi. Alors, il va falloir qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour. Il ne s'agit pas juste de dire j'ai écrit une proposition de loi, faut-il encore qu'elle rentre dans le processus de délibération et d'examen. Pour qu'elle soit inscrite, il va falloir que mon groupe parlementaire utilise un de ses droits, qui est d'avoir recours à ce qu'on appelle les niches parlementaires. Ouais, ce vocabulaire nous dit déjà quelque chose d'un petit peu péjoratif. Que sont les niches parlementaires? C'est une journée par mois, il y a un groupe parlementaire qui a l'ordre du jour pour lui. Ce sont des jeudis en général. Donc voilà, un jeudi par mois, un groupe. En ce moment, dans notre 16e législature, c'est-à-dire la 16e législature depuis le début de la 5e République, il y a 10 groupes parlementaires. Donc chaque groupe parlementaire a à peu près une journée par an pour inscrire des textes. Donc déjà, ça limite énormément. Et ce qui va aussi avoir pour conséquence que les textes que vont pouvoir déposer les députés, en général, sont de petits textes. Parce qu'un même groupe parlementaire va sûrement vouloir proposer 2-3 textes. Sauf que pour examiner un texte, il faut plusieurs heures. Je n'ai qu'une journée pour les faire examiner, donc je veux de petits textes. Donc les conditions de procédure et matériel d'examen de ces textes vont faire qu'il y a peu de députés qui vont réellement pouvoir voir leur proposition de loi aboutir, enfin déjà au moins être débattus, et ils vont être contraints de faire des textes courts, ramassés. Il y a une deuxième initiative parlementaire qui est le droit d'amendement, qu'on a déjà croisé par ailleurs, lui qui est quantitativement sans limite. Par contre, il a des restrictions, il y a des clauses de recevabilité, et il y a, s'agissant de cela, des verrous très importants. Il y a, par exemple, on l'évoque, l'article 40 de la Constitution, qui est un verrou très rude pour les députés, puisque je peux déposer comme député un amendement, sauf s'il a un impact budgétaire. Je ne peux pas coûter de l'argent public dans un amendement parlementaire, créer de nouvelles dépenses. Vous voyez bien que ça va déjà, d'ores et déjà, limiter énormément le champ d'application de cette initiative parlementaire. Donc il existe un champ d'initiative parlementaire, ce serait pas vrai, ce serait faux de dire que ça n'existe pas. Maintenant, il y a des freins réels et lourds à cette initiative parlementaire. Ce qui fait que si on reprend la question de l'agenda, puisque le gouvernement définit une large part de l'agenda, en définissant l'agenda, il exclut déjà une bonne part d'initiatives parlementaires possibles, puisqu'il verrouille les sujets qui vont être mis à l'ordre du jour. Vous parlez effectivement du 40, et vous parlez également du 49.3, dont on a beaucoup parlé cette année, en particulier à cause de la problématique des retraites. Quel est votre point de vue sur le 49.3 ? Alors, le 49.3, c'est un article, on l'a dit, il existe, il est dans la Constitution, il est parfaitement légal d'y avoir recours. On a évoqué déjà la manière dont le gouvernement préemptait l'ordre du jour. On aurait pu parler des ordonnances, qui sont aussi une procédure par laquelle le gouvernement s'approprie le droit de légiférer à la place de l'Assemblée. Alors là, il doit demander l'habilitation. Il doit demander à l'Assemblée, est-ce que vous m'accordez le droit de légiférer, d'écrire la loi à votre place sur tels et tels articles de loi. Si l'Assemblée lui donne le droit, hop, ça y est, elle se dessaisit de ce droit. Et on retombe sur la question des majorités qui ont tendance à plutôt dire oui à leur gouvernement. Le 49.3, c'est l'étape encore plus loin. C'est l'étape finale en quelque sorte, puisque ce qui est écrit dans la Constitution, c'est que si le gouvernement a recours à l'article 49.3 et s'il n'y a pas de motion de censure qui aboutisse face à lui, alors le texte sur lequel il a fait valoir le 49.3 est considéré comme si il avait été adopté. C'est-à-dire que vraiment c'est comme si. Il y a l'Assemblée, mais on fait comme si. On
fait, on ne l'a pas consultée, elle ne s'est pas prononcée, elle n'a pas voté, elle peut ne pas avoir délibéré du tout. Parfois, on a laissé la discussion avancer, puis on prononce le 49.3 en cours de discussion. Et on va faire comme si elle avait dit oui. Donc là, le 49.3, c'est effectivement, j'efface le Parlement. On peut nuancer la faiblesse du Palais Bourbon avec deux récents exemples. Les députés frondeurs sous Hollande et le manque de majorité absolue actuellement. Rappelons qu'une motion de censure a failli réussir à 9 voix près en mars dernier et qu'Emmanuel Macron a rassemblé les chefs des partis politiques le 30 août afin de trouver des compromis politiques. L'Assemblée nationale trouve-t-elle des couleurs dans l'opposition ? Alors, ce n'est pas l'Assemblée qui est dans l'opposition. L'Assemblée nationale, elle n'est pas dans l'opposition. Il y a des oppositions, il y a des majorités. Ce qui est vrai, c'est que dans la législature actuelle, on a cette situation quasi inédite où il n'y a pas de majorité absolue. Fait qu'aucun groupe parlementaire, à lui tout seul, n'est majoritaire. Et même la coalition des groupes qui soutiennent le gouvernement n'ont pas la majorité absolue à eux seuls. Et là, effectivement, ça met une situation tout à fait nouvelle. On aurait pu imaginer, on aurait pu espérer même, que cette situation permette à ce que le débat parlementaire devienne un vrai lieu ou redevienne le lieu d'élaboration de compromis, puisque le gouvernement étant minoritaire, il lui faut trouver à construire des majorités. Ce qui s'est passé depuis un peu plus d'1 an de cette législature ne nous apporte pas forcément la certitude qu'on ait retrouvé une Assemblée nationale qui soit un vrai lieu d'élaboration, de compromis et de majorité d'idées. On a beaucoup de parlementaires et de groupes parlementaires qui ont perdu peut-être cette habitude, parce que, encore une fois, la Ve nous a déshabitués. La Ve République nous a inscrits depuis maintenant des décennies et des décennies dans un fonctionnement où il y a une majorité face à une opposition, et ça rigidifie un petit peu les rôles. Et peut-être que cette culture du débat, du dialogue, de la délibération, qui devrait être au cœur du travail parlementaire, s'est un peu essoufflée. On a évoqué la Troisième République, où là, on avait justement l'élaboration de majorités d'idées. Mais on était aussi dans un cadre où on avait le temps de faire ça. Parfois, on va beaucoup entendre des gouvernements, des présidents de la République parfois, se plaindre de l'Assemblée, ça ne va pas assez vite, ça nous fait perdre du temps, le gouvernement pourrait et voudrait aller plus vite. La Troisième République, on avait des débats qui duraient beaucoup plus longtemps. Si on reprend par exemple les travaux préparatoires à la loi de séparation des églises et de l'État, la fameuse loi de 1905, 3 ans de travail préparatoire en commission, des mois de débats en séance publique. Mais à l'arrivée, vous avez une loi qui, 100 ans plus tard, est toujours là. Une loi durable, parce que c'est une majorité d'idées qui s'est construite. Aujourd'hui, on le voit dans notre fonctionnement institutionnel, le Parlement est soumis à une compression du temps très forte, et rien que cet aspect de la procédure nuit à la possibilité même du débat. Si vous voulez délibérer, si vous voulez produire un accord, il faut du temps. Donc on a sûrement une culture parlementaire à retravailler du côté d'un certain nombre de nos parlementaires, et des groupes parlementaires, et des partis politiques, et des membres du gouvernement, mais il y a aussi des éléments de procédure qui viennent nuire. Et vous pensez que cette question effectivement du temps est un argument utilisé par l'exécutif pour asservir davantage l'Assemblée ? Très souvent. Vous l'entendrez dans le débat public, dans des expressions, et je l'ai entendu de présidents de la République de droite comme de gauche, ou ni de droite ni de gauche aujourd'hui, des présidents de la République ou des ministres, se plaindre du temps que prenait le Parlement. Ce qui est d'autant plus injuste que quand on prend des comparaisons internationales, le Parlement français, au sein des pays de l'OCDE, est l'un des plus rapides s'agissant des parlements bicaméraux. C'est-à-dire bicaméraux, c'est qu'on a 2 chambres. On a le Sénat et l'Assemblée nationale, donc nos projets de loi ils vont de l'un à l'autre, donc forcément ça rajoute du temps. Il y a des pays où il y a une seule chambre, ça va forcément un peu plus vite. Et quand on compare, le Parlement français est dans les plus rapides. Les statistiques datent d'il y a 4-5 ans, il faudrait vérifier aujourd'hui, mais ça n'aura pas changé beaucoup. Il fallait en moyenne 149 jours pour, du dépôt initial jusqu'à l'adoption finale, avoir fait l'ensemble du travail parlementaire. Alors 149 jours, vous allez dire c'est beaucoup, c'est plusieurs mois et tout ça. Oui, mais je reviens aux caractéristiques du Parlement. Ça, vous le savez parce que le Parlement, c'est transparent. Qu'est-ce que nous savons, nous, citoyennes et citoyens, du temps que le gouvernement a mis avant que nous ne connaissions son projet de loi à le préparer ? Combien de mois il a pris pour le préparer ? Combien de moyens il a utilisé pour le préparer ? Tout ça n'est pas connu. Et en fait, ça prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens. Donc je ne dis pas ça pour dire qu'il faudrait moins de temps et moins de moyens au gouvernement pour préparer ces projets de loi. Je pense qu'il faudrait plus de temps et plus de moyens au Parlement pour en délibérer. C'est la condition d'un débat politique transparent, c'est la condition de la démocratie. Et si on veut aller sur la recherche de compromis,
ça ne se fait pas au pied levé en 5 minutes. Un compromis, c'est forcément le fruit d'un cheminement. Emmanuel Macron aurait qualifié la limitation à 2 mandats présidentiels consécutifs de funeste connerie. Le président peut-il changer la Constitution pour être élu une 3e fois ? Alors, je n'avais pas connaissance de cette citation. Donc on se souvient qu'effectivement, ça c'est une modification qui est intervenue lors de la dernière réforme constitutionnelle en 2008, où le mandat présidentiel a été limité à 2 mandats consécutifs. Avant, il n'y avait pas de limite. Il y a d'autres pays où la limitation existe. Les États-Unis d'Amérique, une limitation pareille du nombre de mandats consécutifs du président de la République. Le président tout seul ne peut pas changer la Constitution. On a dans notre organisation juridique plusieurs niveaux de normes. La plupart du temps, les députés travaillent sur ce qu'on appelle des lois ordinaires. Pour voter une loi ordinaire, dans l'hémicycle, il suffit qu'il y ait 3 députés, ou même un seul. Il y en a un qui est pour et personne n'est contre, c'est voté. Il n'y a pas de quorum, en quelque sorte, pour voter ça. Au-dessus des lois ordinaires, il y a des lois qu'on appelle des lois organiques. Là, pour voter ce niveau de normes plus élevé, il faut que la majorité absolue des députés y soit favorable. Il ne faut pas qu'ils soient tous là, mais il faut qu'une majorité ait donné son accord. Et puis au-dessus de tout ça, encore, on a la Constitution. Et pour modifier la Constitution, là, on va tomber sur un processus beaucoup plus long et plus contraignant, c'est-à-dire que c'est plus dur de la modifier. C'est en aucun cas de la prérogative du président de la République. Le président de la République peut initier la réforme de la Constitution. Mais il faudra une majorité qualifiée dans les 2 chambres, Sénat et Assemblée. Et après, il faut soit un référendum, c'est-à-dire là, ce sont les Françaises et les Français qui vont être appelés à se prononcer, soit la réunion d'un congrès. On a évoqué le congrès de l'ensemble des parlementaires. Par contre, s'agissant du référendum, on voit bien que ce n'est pas très souvent. Les référendums, on n'en a pas souvent. Ça peut être initié par le président de la République. Nouveauté depuis la réforme constitutionnelle aussi de 2008, il existe un référendum d'initiative partagée, où là, les députés peuvent initier un processus. Mais il est tellement complexe et tellement encadré qu'il a été essayé, mais à ce jour, il n'a jamais abouti. C'est quoi l'équilibre des pouvoirs ? L'équilibre des pouvoirs, les contre-pouvoirs, on voit bien que c'est pour partie nos 3 pouvoirs, on va dire, institutionnels. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Mais on parle aussi de 4e pouvoir pour les médias. On voit bien l'importance de l'information, de la fabrication de l'information, de la circulation de l'information dans une démocratie. C'est vraiment l'oxygène du débat public. Donc déjà, la notion de contre-pouvoir, en fait, elle excède la simple sphère de nos institutions. S'agissant de l'équilibre des pouvoirs, il se joue surtout probablement en termes de contrôle aussi. On a évoqué le fait que le Parlement, dans ses missions, il vote la loi, il évalue les politiques publiques, il contrôle le gouvernement. Les députés ont à leur disposition des outils qui leur permettent d'aller voir concrètement un certain nombre de choses dans les ministères, dans les administrations. Il y a notamment la prérogative de créer des commissions d'enquête qui portent bien leur nom, où les députés vont avoir un droit d'enquête, un droit d'aller voir sur pièce et sur place, de se faire remettre des documents, de convoquer des personnes pour qu'elles soient entendues, avec une obligation légale pour ces personnes de venir déposer. Si jamais elles refusaient de venir, ce serait absurde, mais potentiellement les parlementaires auraient le droit d'envoyer la force publique les chercher. Les personnes qui déposent le font sous serment. Mentir devant une commission d'enquête est passible de condamnation pénale. Donc on a vraiment une capacité de contrôle. Donc, l'équilibre des pouvoirs, c'est ça, c'est ce jeu qui fait qu'il n'y a aucun pouvoir qui devrait pouvoir à lui seul, en fait, décider. Il faut que d'une manière ou d'une autre, d'autres pouvoirs aient pu intervenir, interpréter, contrebalancer ce qu'un a fait. Ce qui est à nouveau un des principes fondamentaux de la démocratie. Et le titre de votre livre est « Le contre-pouvoir en danger ». Pourquoi l'avez-vous choisi ? Contre-pouvoir en danger parce que on est en démocratie. Il n'y a pas de sujet. Nous votons, nos élus travaillent en transparence, le Parlement contrôle, il y a une justice indépendante, même s'il y a des points aujourd'hui où on aimerait que ça progresse, et c'est jamais parfait, un système institutionnel, et ça évolue dans le temps. Dans le livre, je cite un certain nombre d'exemples historiques, et c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionnait à d'autres moments. Ça permet d'éclairer le présent également. Donc nos institutions, elles évoluent. Le danger, il est dans le fait qu'on a vu, encore une fois, il y a
la Ve République dans son ensemble, alors qui a été conçue dans des circonstances particulières. Les constitutions ont une histoire, mais c'est une histoire qui a beaucoup évolué depuis. Avons-nous besoin d'un pouvoir exécutif aussi fort aujourd'hui? Est-ce que ça correspond encore à l'attente de la population? On voit la difficulté pour les citoyens, on va dire, ordinaires, lambda, de se faire entendre. Un syndicat peut se faire entendre, une grosse association peut se faire entendre, des lobbies se font entendre. Est-ce que chacune et chacun d'entre nous a le sentiment d'être entendu? De toute évidence, non. Donc il y a un enjeu de renouvellement et le jeu des contre-pouvoirs doit y aider justement. C'est aussi dans le fait que différents pouvoirs s'équilibrent que cette représentation va pouvoir se mettre en place. Nous votons, mais est-ce que nous nous sentons représentés? Quand on prend les sondages d'opinion, de toute évidence, non, ou en tout cas mal, on se sent mal représenté. Alors d'où est-ce que ça vient, cette difficulté? Est-ce qu'il faudrait que dans l'Assemblée nationale, il y ait des gens qui nous représentent individuellement, en quelque sorte? On dit parfois, il n'y a pas assez d'ouvriers, il y a trop de médecins ou des choses comme ça. Alors certes, la représentation sociologique est importante. À titre personnel, il ne me semble pas que ça épuiserait le sujet. C'est un sujet que j'aborde dans la conclusion du livre, où j'essaye de comparer le fonctionnement de l'Assemblée nationale avec les conventions citoyennes, notamment la Convention citoyenne pour le climat, qui a essayé justement de représenter sociologiquement, de faire un miroir de la France. C'est très intéressant comme expérience et il y aurait beaucoup à en tirer. Mais en comparant les fonctionnements, on voit aussi des limites à cela. Alors comment être mieux représenté? C'est justement, je pense, dans les différents contre-pouvoirs entre eux. C'est-à-dire que, quelle que soit notre opinion, si on regarde le dernier mouvement sur les retraites, on avait un gouvernement qui se faisait entendre. On avait une Assemblée nationale où ça pouvait sembler brouillon, mais où il y avait de l'expression de la diversité et du pluralisme. Il y avait des syndicats qui n'ont pas toujours eu bonne presse ces dernières années, qui étaient très présents, qui ont visiblement retrouvé de la légitimité. On nous a indiqué que leurs adhésions étaient fortement en hausse. Peut-être que c'est dans l'ensemble du jeu, justement, de ces acteurs institutionnels qu'on peut aussi se sentir représenté. C'est-à-dire que moi, personnellement, moi tout seul, je ne me retrouverai jamais être représenté individuellement. Le sujet, c'est est-ce que nous sommes représentés collectivement? Et si je vois différents acteurs qui sont dans des rôles différents, qui se concurrencent, qui s'équilibrent, qui se contrôlent, peut-être que c'est cette figure-là qui peut mieux nous représenter. Mais même dans ce cas de figure, en fait, le gouvernement a utilisé le 49.3. Oui, le gouvernement en est venu à utiliser le 49.3. C'est son droit, encore une fois, ça c'est inévitable. On a vu même des responsables syndicaux appeler fortement le gouvernement à ne pas y avoir recours, à dire il y a eu là un tel moment de démocratie, puisque voilà, il y a beaucoup de formes différentes d'expression qui ont été utilisées. Le gouvernement a fait ce choix. Je crois avoir compris que même des députés de la majorité, pour certains, l'ont regretté. On pensait qu'il aurait été bon d'aller au vote sur ce texte. On peut penser que le 49.3, en tout état de cause, est souvent un signe d'échec, quel que soit le recours qui a lieu. Il y a des gouvernements qui ont eu recours à 49.3, même avec une majorité absolue. Ça avait été le cas dans la précédente législature, parce qu'un débat était jugé avoir duré trop longtemps. Pareil, c'est un motif qui avait pu sembler surprenant à beaucoup. Donc en tout état de cause, le 49.3, il est légal. On peut considérer que c'est un outil qui permet d'avancer malgré tout. C'est probablement aussi un signe d'échec régulièrement quand il est utilisé. Puis son utilisation renforce-t-il pas la déconnexion des citoyens avec ses représentants et ses ministres? Comme on l'a dit, le 49.3, il fait comme si le Parlement avait voté. Donc il fait semblant. Donc effectivement, nous élisons des députés. Déjà, parfois, on ne se sent peut-être pas suffisamment représenté, on ne comprend pas bien leur façon de travailler. Mais bon, si on s'y intéresse un peu, et j'espère l'avoir expliqué dans le livre, on découvre qu'ils travaillent vraiment, les députés. Ça, c'est aussi une découverte de ces années passées à l'Assemblée. Les députés, ils travaillent 7 jours sur 7. Ils sont à l'Assemblée, ils sont en circonscription auprès des territoires. Voilà, ils cherchent vraiment à nous représenter. Pour autant, on n'en a pas toujours le sentiment, le résultat n'est pas toujours à la hauteur de nos espoirs. Mais effectivement, si en plus le gouvernement vient interrompre ce travail parlementaire, c'est sûr que là, les citoyennes et les citoyens sont d'autant plus dépossédés. Donc c'est vrai que c'est un sujet démocratique pour chacune et chacun d'entre nous. C'est quoi une démocratie représentative? Êtes-vous favorable au RIC, qui a beaucoup été évoqué pendant les manifestations des Gilets jaunes? Tout à fait.
Alors, une démocratie représentative, c'est on délègue. On délègue à d'autres. Alors, on l'a dit, on l'a vu, on peut intervenir quand même. On a vu qu'il y avait plusieurs initiatives de la loi. L'essentiel vient du gouvernement, mais les députés, les parlementaires ont quand même une marge d'initiative. Pourquoi les citoyens n'auraient-ils pas aussi un droit d'initiative entre deux élections ? C'est un peu l'idée du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et on entend initiative citoyenne. C'est bien ça le sujet. Aujourd'hui, on a le président qui peut initier un référendum. On a évoqué, les parlementaires peuvent initier un référendum. Il existe même une initiative partagée. C'est-à-dire que si suffisamment de parlementaires le souhaitent, ils peuvent déposer une proposition de loi pour qu'il y ait, s'il y a un soutien populaire, 10% du corps électoral, et c'est là qu'on tombe sur des chiffres qui sont considérables et difficilement atteignables, plus de 4 millions de personnes qui le soutiennent, alors il peut y avoir éventuellement un référendum derrière. On pourrait tout à fait aussi imaginer que l'initiative vienne des citoyens. Alors c'est vrai d'un référendum, c'est-à-dire que ça pourrait être un référendum d'initiative citoyenne, mais on l'a déjà évoqué, les référendums c'est rare, c'est compliqué à organiser, ce ne sera pas souvent. On pourrait aussi imaginer que des initiatives citoyennes dans la procédure parlementaire soient beaucoup plus fréquentes en les fondant sur des outils plus fréquents des députés. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit un référendum qui soit d'initiative citoyenne ? On pourrait imaginer des propositions de loi d'initiative citoyenne qui trouveraient plus facilement leur place dans la procédure et plus fréquemment. Et plus encore, on pourrait imaginer des procédures d'amendement d'initiative citoyenne. Les députés travaillent tous les ans sur des milliers et des milliers d'amendements. On pourrait tout à fait imaginer, ça a été proposé par certains, aujourd'hui ça n'a pas été codifié, ce n'est pas dans la procédure, mais certains l'ont un peu expérimenté de manière volontaire, en disant j'ai eu moi dans ma circonscription des citoyens qui m'ont largement convaincu d'un sujet, je dépose un amendement en leur nom dans le cadre de la procédure. On pourrait tout à fait formaliser ça, et donc ça pourrait dire que l'initiative citoyenne, elle pourrait déboucher sur un référendum, ce serait rarement, très probablement. Il serait intéressant en fait d'élargir cette idée d'initiative citoyenne aux outils plus fréquents et plus communs du travail parlementaire, les propositions de loi et encore plus les amendements. Auteur de plusieurs livres aux éditions Max Mello, dont le dernier Le pouvoir du pire, Philippe Pascaud est favorable à l'inéligibilité pour les détenteurs d'un casier judiciaire. Y êtes-vous favorable ? Alors, on a la question de l'exemplarité des élus qui est posée. Et on attend quand même de nos élus qui représentent la nation une forme d'exemplarité. Deux remarques sur cette question. Un, il existe des peines d'inéligibilité. C'est-à-dire que si un juge ou un jury considère que telle personne ayant commis telle infraction, la loi peut prévoir une inéligibilité. Elle peut être prononcée. Donc là, j'imagine que le sujet serait d'élargir en fait l'inéligibilité. Il y a des métiers où il faut un casier judiciaire. En tout cas, il y a des conditions d'accessibilité à certains métiers qui sont liées à certaines situations judiciaires. Souvent, ce n'est pas tout le casier judiciaire. Dans ce casier judiciaire, il y a un bulletin 1, un bulletin 2, un bulletin 3. Donc là, il faudrait voir exactement. Il y a des métiers, notamment dans la fonction publique, où on va vérifier que le bulletin numéro 2 est vierge. Donc le sujet, c'est ça, c'est de voir quel type de condamnation vaudrait peut-être systématiquement inéligibilité. Il y a des métiers pour lesquels, si on a des infractions au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, on ne peut pas postuler, on ne peut pas être admis. Donc on pourrait tout à fait imaginer des choses comme ça. Mais sachant que l'inéligibilité est une peine qui existe dans nos codes et qui peut être prononcée. C'est-à-dire qu'un juge qui considère que l'infraction commise par personne, une fois qu'elle est reconnue coupable de cette infraction, il peut l'assortir d'une peine d'inéligibilité. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça existe déjà sous une autre forme. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être élus. Il y a même d'anciens élus qui n'ont plus le droit d'être élus au nom de fautes qu'ils ont commises et les juges les ont rendus inéligibles. Merci Philippe Quéret. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre 49.3, 47.1, 40, Contre-pouvoir en danger aux éditions Max Mello. Merci beaucoup.